les aléas du direct, de retour donc ici à la salle Haut du Mont, au stade de l'Aude pour suivre ce Téléthon en Vendée sur Téléthon 85. On se retrouve là pour une nouvelle édition 2017 de ce Téléthon. Chère Sandrine, avec un nouvel invité qui vient de nous rejoindre. On va rajuster les micros, je vous laisse faire. Et c'est Pierre Guillemot qui nous a rejoint. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Il marche? Oui, il marche. Juste, pas mettre la main sur l'antenne, et à part ça, tout va très bien. Voilà. Bonsoir. Bonsoir Pierre. L'invitation déjà. De tenir un petit peu plus haut. Alors Pierre, on vous reçoit ce soir parce que vous avez ce qu'on surnomme la crampe de l'écrivain. Tout à Est-ce fait. que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Alors, qui s'appelle également une dystonie de fonction, c'est ça? Alors, dystonie de fonction. Dystonie de fonction. Alors, déjà, on va commencer par la dystonie. Alors, par définition, la dystonie est un trouble musculaire. C'est en fait au niveau neurologique, le cerveau qui ne voit pas les gros ordres, on va dire muscles, et qui viennent à les figer ou à faire des gestes antagonistes. Donc, en fait, les dystonies, il en existe un certain nombre. Elles ne sont pas à l'origine génétique. Il y en a, allez, on va dire, 4 grosses qui sont génétiques et les autres sont, on va dire, traumatiques. Ça peut être, alors moi, c'est l'écriture, c'est au niveau du A, qui se fige au moment de l'écriture. Après, il y a les paupières aussi, les lèvres, on a même la crampe du musicien, il y a une mauvaise posture, même des golfeurs à l'arrière. Donc en fait, toutes ces dystonies ont pour caractéristique d'une part d'être très peu connues, assez difficile finalement à dépister. Il faut trouver le bon neurologue en plus. Et dans mon cas, moi, qui a travaillé en 88, et j'ai été réellement dépisté, on va dire, en 2006. Ça a duré 8 ans. Et en fait, étonnamment, le parcours est toujours une chance. C'est-à-dire, on rencontre la bonne personne, on est dirigé là, à gauche, à droite, etc. Mais ça fait un parcours très long. Et pour tous les patients de dystonie, finalement, le dommage, c'est que ça se répercute sur un stress, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a. Et ça amplifie, en fait, on va dire, la maladie. Mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, je suis soigné par... j'ai trouvé mes soignants, ça fera 20 ans que j'ai fait la maladie, et en fait, j'ai trouvé les derniers acteurs de soins il y a un mois. Ça a été une chance, encore une fois, une rencontre formidable. Et en fait, si vous voulez, une dystonie, dans mon cas, moi, donc il y a des traitements qui existent, comme la toxine botulique, qui permet de relaxer tout ce qui est muscle, mais ça doit être accompagné de kinésithérapie. Et là, malheureusement, on a très très peu de professionnels au niveau de la kinésithérapie. Ils sont formés pour pouvoir vous aider sur cette maladie. Voilà. Et donc, on est aussi, il faut savoir que moi, j'ai la chance d'avoir de la toxine qui me permet de me relaxer, mais d'autres patients de la même maladie que moi ne peuvent pas forcément être injectés parce que eux, c'est séquentaire, donc ça bouge à chaque fois, c'est jamais le même muscle, et finalement, il faut toujours essayer un petit peu de tricher, et le kiné est essentiel. Mais le plus proche, c'est Nantes. C'est pas évident. Voilà. Comment vous expliquez cet écart de temps entre l'apparition de ce syndrome et son diagnostic en 2006, entre 1998 et 2006? Disons que, en premier réflexe, le patient il va voir son kinésithérapeute. Et le kinésithérapeute, n'étant pas habitué, ça ressemble au départ comme une épicondylite. Voilà. Donc, en fait, on essaye différents modes, les ultrasons, la cryo, etc. Et c'est dur, quand vous avez un problème musculaire, de venir à penser que c'est le cerveau. Moi, je l'explique simplement parce que on ne peut pas former tout le monde. Les dystonies sont étudiées, mais allez, un quart d'heure sur 3 ans d'études. Donc, c'est pas courant. Et au niveau de la compte de l'écrivain, sur le département de la Vendée, de Sèvres, Charente et Charente-Maritime, je suis le seul
à avoir accès à Toxi. Donc c'est quand même très très rare. Mais par contre, d'autres dysphonies sont... moi, je dis que l'une des plus terribles, c'est ce qu'on appelle la dysphonie généralisée. Là, à côté, j'ai rien. La dysphonie généralisée, elle couvre tout le corps. Et c'est une personne qui est complètement désarticulée et qui subit sans jamais pouvoir en prendre. Donc le principe, c'est retrouver son corps, retrouver finalement la force dans son corps de pouvoir être, comme tout le monde, je veux dire, c'est très compliqué pour ces gens-là. Et j'invite les gens, notamment sur Internet, sur YouTube, à taper dystonie. Et il y a des vidéos qui sont très bien faites. Moi, l'autre jour, j'ai vu une vidéo d'une jeune américaine de 17 ans qui a une dystonie généralisée et qui se moque de sa propre maladie, qui en fait une force finalement et qui a su dépasser le stress, la maladie elle-même. Et c'est merveilleux de voir ça, sauf que malheureusement, pour beaucoup de gens, ça reste traumatique. Et le parcours social est souvent très compliqué pour ces gens-là. Voilà. Quand vous avez commencé à avoir les symptômes en 98, oui. Comment ça s'est manifesté? Quelle réaction ou quelles choses se sont passées dans votre corps? Moi, ça a été simplement, j'avais un métier où j'écrivais beaucoup, c'est environ 105 pages par jour, c'est quand même beaucoup. Et après, le temps, j'arrête, des vacances prolongées pendant 2 mois, j'ai jamais pu retrouver mon geste. Tout se bloquait dans le bras, finalement, et j'avais des douleurs que je ne connaissais pas et qui me faisaient un peu peur. Et même si le kiné qui m'avait reçu était quelqu'un qui cherchait, qui donnait la bonne volonté, je veux dire, un manque de solution commençait vraiment à se dire, mais mince, ce qui arrive, surtout quand c'est déjà involontaire et finalement qu'on ne maîtrise pas. Je veux dire, il y a des jours où on est Covid et pas normal, il y a des jours où on a mal, et ça c'est un peu compliqué. Vous avez eu cette maladie, en tout cas les premiers symptômes sont arrivés, vous avez quel âge? J'ai 34 ans. Ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie. Vous parliez d'une jeune femme de 17 ans tout à l'heure. Alors, oui, disons que la dystonie généralisée que j'ai évoquée est une dystonie génétique. Donc en fait, c'est très différent. Moi, c'est une dystonie traumatique, on va dire, mais ça touche quand même les cerveaux, donc c'est pas comme une rééducation et on repart comme avant. Donc quand c'est génétique, ben, forcément, ça intervient à quel âge, on va dire, à l'adolescence. Donc là, par contre, malheureusement, il n'y a pas énormément de recherche, mais ça commence à venir quand même. Mais généralement, pour les autres dystonies, ça apparaît entre 30 et 40 ans, voire plus d'ailleurs. Mais moi, c'est apparu à un moment donné où j'avais cette surutilisation de la main par rapport à l'écriture, et donc c'est traumatique dans mon cas. Voilà. Ça a impliqué un changement de vie forcément dans votre cas, puisque votre métier consistait à écrire, vous ne pouvez plus écrire, donc inévitablement. J'ai insisté quand même jusqu'à temps de... Vous savez, quand tout à l'heure, vous avez invité l'épouse de Jean Huguet, écrivain, je crois que dans le cas de ceux des écrivains eux-mêmes, l'écriture est comme un sens. On arrive à travers l'écriture à faire passer un sentiment, une émotion. Et moi, dans mon travail, j'étais les élèves en mathématiques à relever un petit peu leur niveau. Donc j'écrivais tous les cours parce que j'avais le souci de répondre à chacun. Donc en fait, on donne finalement une émotion et très souvent, en faire son deuil, voilà. Moi, j'ai versé jusqu'à 2013 à l'éclair, jusqu'au moment où je me suis dit, finalement, j'ai plus envie d'avoir mal. On va s'arrêter là, mais rarement, tant pis. Et j'ai insisté quand même pendant 15 ans, et j'en suis content, parce que finalement, c'est un moyen de lutter contre la maladie, de persister, et puis de pouvoir. Voilà, tout à fait. Alors depuis, je me suis intéressé, bien sûr, à la maladie, mais
plus amplement, on va peut-être en parler plus tard, de maladies rares en général. Effectivement, on en reparlera plus tard, puisque vous êtes un petit peu notre fil rouge de la soirée. Donc on vous retrouvera plus tard dans la soirée. Et là, on parlera de ce que vous avez mis en œuvre. Alors, par contre, moi, je tiens pour les dysphonies à dire au public il y a quand même... c'est pas de la recherche, il y a des médecins dans l'Ouest qui cherchent à avoir une thérapie de soins de plus en plus efficace, qui essaient d'innover dans leurs gestes, qui essaient d'apporter aux patients quand même leur maximum, et ça se voit, et ça c'est déjà merveilleux d'un médecin qui est toujours là en train de chercher la solution pour son patient. À défaut de pouvoir guérir, au moins, on est médicalement bien accompagné, il faut le dire, et ça, bon, ça c'est sérieux. Et suivi psychologiquement sans doute également, parce que, enfin, pas forcément par un professionnel, mais en tout cas par l'environnement médical ou familial, parce que c'est une maladie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est très rare. Et donc ça veut dire que quand on prend conscience qu'on est atteint d'une maladie rare et qu'il n'y a pas de traitement pour se soigner ou pour accompagner cette maladie. On ne peut pas guérir, on peut être traité par toxines, par des médicaments. Bon, c'est pas les plus rigolos, c'est sûr. Et c'est vrai qu'au niveau social, finalement, quand on a une posture qui est complètement anormale, qu'on a des gestes un petit peu qui partent dans tous les sens, j'ai vu des gens avoir peur et partir, par exemple, au restaurant, des gens qui me connaissaient partir de la table, ou bien même du côté familial, avoir finalement des réactions complètement inattendues. J'ai un papa que j'adore, et je peux parler de la maladie que depuis 3 ans. À chaque repas, quand il fallait prendre les cachets, j'étais prié de les ranger dans ma poche. Vous voyez, ça fait peur. Et finalement, je le rassure maintenant, je lui dis que c'est pas génétique, mais il se le reprochait en lui-même. Il me disait, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que mon enfant soit comme ça? Bon, il n'a rien de voir, qui se rassure. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on passe tous un petit peu comme... je pense qu'un accompagnement psychologique est bien, mais c'est plus une thérapie familiale qu'il faudrait pour ne pas que les gens se responsabilisent. Ils se sentent coupables de quoi que ce soit. Complètement. Et je pense que le problème des maladies rares, bon, vous avez un besoin psychologique peut-être à l'annonce du diagnostic, souvent il faut savoir le prendre. On l'a tellement attendu parfois que finalement on se dit aujourd'hui. C'est un soulagement. Que de savoir ce que vous avez en tout cas. De savoir ce qu'on a, et après c'est un questionnement de se dire, à l'avenir, comment ça va se passer. Donc c'est vrai que l'approche psychologique est toujours intéressante, mais c'est au médecin de savoir dépister chez le patient la fragilité qu'il peut avoir en recevant son diagnostic. Et ça, c'est, je pense, très important. Souvent, on a une idée du psychiatre un petit peu psychiatre égale folie, mais là, dans ce cas-là, psychiatre égale accompagnement du diagnostic. Et malheureusement, je connais d'autres personnes qui ont des dysphonies pour qui c'est passé un peu plus mal, se renfermer totalement. Alors, par exemple, quand les gens ont une dystonie cervicale, tout d'un coup, vous êtes au restaurant, comme tout le monde, et tout d'un coup, votre cou, il faut faire ça pour le relever. Donc, c'est vrai que pour les gens, le regard des autres, comme beaucoup, et finalement, un psychiatre peut servir justement à ça, à vous aider à prendre conscience de votre maladie, à la comprendre et surtout à l'accepter. Ça, c'est le plus important. Donc ça, c'est une autre démarche qui devrait être généralisée, je pense, dans les maladies rares. On n'y pense pas toujours, mais c'est important pour le patient d'être accompagné, je pense. Et de former du coup le personnel médical à l'accompagnement des personnes atteintes de maladies rares. Et du coup, ça ne demande pas forcément beaucoup d'argent, ça. C'est pas de la recherche. Non, c'est pas de la recherche. C'est de la formation. C'est de la formation, mais je dirais autrement quand même. Vous savez, là on est au Sable-d'Olonne. On est un petit peu isolé on est assez loin même de Nantes. On est assez loin, on est encore plus loin de Paris. Et en fait, à Paris, il existe
ce qu'on appelle les équipes pluridisciplinaires qui prévoient justement dans le cadre du diagnostic, le diagnostic, avec le psychiatre qui va bien, avec prise en charge globale. Et ça, on le retrouve à Nantes à travers la pédiatrie, parce que la pédiatrie, c'est une protection qu'on doit avoir de tous les jours, mais on ne le retrouve pas au sable. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait essayer d'abord de développer, savoir que dans telle maladie rare, bon, ça dépend desquelles, bien sûr, mais voilà, on a besoin, moi par exemple, j'ai besoin d'un neurologue, j'ai besoin d'un psychiatre. Si un chose ça va moins bien pour moi, j'ai besoin d'un kiné. Et finalement, même si certains sont à Nantes, d'autres à La Roche, au Sable, ça reste une équipe. Et la construction de cette équipe, je pense, pour les dystoniques, moi, c'est important. C'est important de pouvoir, en cas de questionnement, toujours avoir un référent à qui parler. Merci beaucoup Pierre. On vous retrouvera encore durant la soirée. Vous avez encore beaucoup de choses à nous dire, à nous raconter, aussi des projets à nous présenter. On aura l'occasion d'y revenir. Juste avant, un petit point sur les chiffres, sur les dons au niveau national. Actuellement, nous sommes à 3 664 658 euros de promesses de dons. Évidemment, vous pouvez continuer avec le 3637 au téléphone et le site www.téléthon.fr. Et on va maintenant partir du côté de Saint-Julien-des-Landes. On se retrouvera juste après, de nouveau ici, au Samedolone, à la salle du Mont. Ah ben on est de retour sur le plateau. De retour ici au Samedolone pour ce Téléthon en version 2017 en direct depuis la salle du Mont. Les Samedolone qui sont la ville ambassadrice pour cette édition 2017 du Téléthon en Vendée. Juste avant de reprendre notre invité, un petit point sur les promesses de dons au niveau national. Nous sommes rendus à 4 552 658 euros. Vous pouvez bien sûr continuer jusqu'à demain soir et même plus loin encore avec le 3637 et le site www.téléthon.fr. Et Sandrine, écoute, si quelqu'un nous entend et peut nous donner les chiffres du Téléthon, des promesses de dons Téléthon de Vendée, ce serait sympa aussi. Voir comment les Vendéens s'en sortent. À côté. Voilà, notre staff technique va essayer de nous trouver les chiffres du Téléthon en Vendée parce qu'à la limite on va être un peu chauvin. Et puis voir comment notre département s'en sort. On peut être chauvin. Et puis on retrouve Pierre, notre ami des fils rouges de la soirée. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonsoir. On va maintenant parler un petit peu plus précisément de l'association Amadis, dont vous faites partie. Alors, en fait, l'association Amadis, c'est une association nationale qui avance tranquillement, on va dire. Mais Pierre est plutôt à l'initiative avec la mairie des Sables-d'Olonne de la création d'un collectif médico-social pour les maladies rares. C'est bien ça, Pierre? Oui, parce que, en fait, j'ai eu le temps de m'intéresser à beaucoup de choses au niveau des maladies rares. Et on a des outils en France très bien conçus, finalement, que presque personne n'utilise. Et en fait, si vous voulez, par rapport à un plan maladies rares qui a eu lieu entre 2011 et 2016, il y a beaucoup d'actions, malheureusement, qui n'ont pas abouti à leur terme, qui sont en cours. On attend un nouveau plan qui arrivera qu'à la fin 2018. Et en fait, moi, je suis parti d'un constat très simple. La recherche, grâce à la FMPE, avance, grâce au don des gens. Donc, au niveau de la recherche, les CHU sont très au point. Après, c'est au niveau social. Malheureusement, ça ne suit pas toujours, parce qu'on est administrativement lié à des principes de base. Et ce qui manque beaucoup, c'est la communication qui était prévue. Je vous cite un exemple. Pour les maladies rares et les maladies orphelines, il existe un site qui est conçu par 40 pays européens qui s'appelle Orphanet. À l'intérieur, on trouve plein de renseignements entre les réglementations internationales européennes, on est un peu moins bien sûr, mais après on a des fiches, parfois des fiches très détaillées sur les maladies rares. On a ce qu'on appelle un répertoire maladies rares. On a aussi des fiches urgence pour pouvoir accompagner les gens qui sont à l'hôpital. Et en fait, cette communication-là n'a pas pu aboutir en temps et en heure, et il y a très peu de médecins qui s'en servent. Donc, en partant de ce constat-là, avec une taille uniquement locale, qui
il est parti sur l'idée que finalement les médecins pouvaient se parler entre eux. Par exemple, à travers un réseau Facebook, se donner leur expérience. Et moi, par derrière, mettre à jour toujours ce qui existe de nouveau et les communiquer à tous les médecins et à tous les soignants utiles, en relation notamment avec les associations de patients qui agissent beaucoup dans ce cadre-là. Et finalement, je me suis dit que voilà, un collectif de santé permettrait justement d'activer cette communication. Parce que finalement, il y a pas mal d'acteurs, mais je veux dire, c'est pas une masse comme nationale. Et finalement, de pouvoir peut-être améliorer cette fameuse erreur de diagnostic. Et je vous rappelle que malheureusement, il y a beaucoup de villes qui sont ce qu'on appelle des déserts médicaux. Il faut pouvoir trouver des médecins. Et donc, on a une surcharge de travail pour les médecins actuels. Il y a même des listes d'attente parfois, même pour un médecin traitant. Et donc, on ne peut pas leur demander et de soigner d'un côté et de s'intéresser à tous les outils qui existent. Donc, pourquoi ne pas apporter des outils à leur porte, finalement, les intéresser, communiquer dessus, et au niveau social, essayer, par exemple, la FM a permis au Luxembourg de réaliser une enquête très complète sur les maladies rares, bon, à la taille de Luxembourg, et pourquoi pas le faire des enquêtes médico-sociales au niveau des hebdomadaires, où on aurait des patients de maladies rares qui viendraient à préciser justement ce qui leur a manqué pendant la phase de dépistage, pendant l'errance même de soins, parce que parfois trouver le bon médecin, c'est aussi compliqué. Et donc finalement, essayer de récupérer toutes ces données pour faire avancer le travail des assistantes sociales qui souvent sont débordées à travers leur quotidien, pour leur travail. Donc en fait, c'est apporter tout ce qui est pratique, sans pour autant demander à chacun d'aller chercher à droite et à gauche. Parce qu'il existe énormément d'outils qui ont été mis en place depuis des années. Et malheureusement, j'ai un constat peut-être un peu négatif, mais je peux le dire quand même. J'avais adressé une question du temps où M. Guédon était donc député. J'avais adressé une question au ministère de la Santé de Mme Bachelot, où finalement j'avais une réponse par rapport à la prise en charge d'un kinésithérapeute. Bon, c'était un peu méchant, mais c'était pour moi. On va le dire comme ça. Et finalement, on avait eu une réponse positive que, effectivement, l'État s'engageait à terme à pouvoir apporter la structure nécessaire. Et bon, M. Sarkozy n'a pas été réélu. On a répété auprès du ministère, Mme Marisol Touraine, du coup, cette même question. Et malheureusement, on n'a jamais eu de réponse. Donc, cette question, malheureusement, aujourd'hui, est encore d'actualité. C'est ça le pire. Et je pense qu'il faut arriver à faire des choses simples, apporter les outils et pouvoir peut-être progresser. À l'heure actuelle, par exemple, elle m'a dit c'est un problème sur... il y a des actes médicaux nécessaires pour les gens atteints de dystonie qui ne sont pas remboursés de la même manière selon le CHU. Ils ont envoyé des courriers, 4 courriers, je crois, 4 ou 5 déjà au ministère de la Santé, et ils attendent toujours, ne serait-ce que l'accusé de réception. Donc, moi je pense qu'il y a un chemin qu'on ne connaît pas encore. Il faut casser des barrières et se dire que finalement, à un niveau local, on peut peut-être avancer en aidant les médecins et finalement tout ce qui est paramédical également, à pouvoir aider la prise en charge et écouter aussi ce que le patient a besoin. Voilà. Ce collectif, c'est ça, sa vocation, c'est permettre de centraliser toutes ces informations pour aider le personnel soignant qui, et par voie de conséquence, et les patients. Oui. Alors, moi j'ai voulu créer dans un premier temps un collectif
Après, ça va devenir une association, mais je veux d'abord savoir comment les médecins, les traitants, finalement, vont adhérer à l'idée, parce que ce n'est pas toujours évident non plus. Et finalement, après, me retourner vers Alliance Maladies Rares pour leur demander à eux de créer l'association, parce qu'eux, ils ont une vocation à ce niveau-là, de pouvoir aider aussi les associations. Ce ne serait pas, bien sûr, une association de patients, mais au lieu de traiter une maladie par maladie, de faire un transversal, et finalement peut-être créer d'autres collectifs, si ça marche, et après fédérer tout cela au niveau départemental. Je veux dire, alors c'est sans prétention, bien sûr, c'est un essai. Moi, ce qui m'intéresserait surtout, c'est, on va prendre un exemple, on décide d'une action, on va dire, médicale, d'améliorer peut-être Orphanet, qui est le site des maladies rares. J'ai besoin de médecins, parce que je ne suis pas, qui vont être lecteurs de ce projet et qui vont, par exemple, 3 médecins sur la totalité, qui vont se pencher sur le problème, vont dire oui ou non, et après on tourne. C'est-à-dire qu'il faut faire vivre aussi ce collectif. Il faut peut-être essayer d'intéresser les médecins les uns après les autres, même si au centre de l'ordre, on n'a pas énormément de patients de maladies rares de chaque type, on en a. Et je crois que tout le monde mérite d'avoir accès aux soins de la même manière. Donc c'est vrai que je prends pour exemple peut-être mon parcours, qui n'est pas très différent, je pense, de celui des autres, cette attente. Et en fait, l'errance de diagnostic et l'errance de soins, c'est maintenant qu'il faut s'en occuper, c'est pas plus tard. Le plan des maladies rares, on l'aura que fin 2018, c'est bien, on en avoir un, ça c'est bien, mais en attendant, le patient, il est là. Et il faut pouvoir lui trouver le chemin le plus aisé, le plus direct, pour pouvoir déjà, on disait tout à l'heure, bien percevoir son diagnostic et créer des équipes pluridisciplinaires qui pourraient apporter le soin le plus optimal. Alors, moi, j'ai une autre conception également. C'est finalement, concernant ma maladie, c'est assez bien décrit sur Orphanet, on sait exactement ce qu'il faut. Pourquoi ne pas, finalement, se démener à trouver tout ce qu'il faut, comme ça, on laisse la place à tout le monde. Je suis certain que ce ne serait pas très compliqué de fédérer, finalement, de faire des équipes pluridisciplinaires. J'y suis arrivé, je pense, mais il ne faudrait pas, par exemple, si un acteur disparaît parce qu'il part à la retraite ou parce qu'il déménage, de se retrouver un petit peu dans le même temps. Voilà. Que ça soit bancal après. Voilà, il faut absolument qu'on puisse avoir cette continuité, parce que aussi, il y a des maladies qui sont plus dures à dépister, il y a des recherches qui sont nécessaires dans ce cas-là, c'est à eux qu'on doit délivrer plus de temps, ça c'est entièrement normal. Alors soyons efficaces sur les autres pour libérer la place à la recherche nécessaire, parce que ça aussi, on en a besoin. C'est un collectif qui est très très jeune, puisque vous l'avez créé au 1er décembre de cette année, avec, en association, en tout cas avec le soutien. Avec le soutien. Avec le soutien de la mairie, de la mairie des Sables-d'Olonne, c'est ça? Et aussi de la communauté des communes. Avec M. Moreau, comme est le président, et avec Mme Tesson, qui était avec nous tout à l'heure. Voilà, que j'ai pu rencontrer à cet effet. Donc, si vous voulez, l'idée c'était surtout le local, essayer de voir localement ce qu'on peut faire. Et finalement, ce qui nous paraît loin, comme l'Europe, par exemple, moi je me suis déjà servi, pour moi, de l'Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, il y a quand même des actions sur les maladies rares. Il faut savoir aussi que chaque directive énoncée par l'Europe supplante la loi française. Donc, c'est un problème européen. Et tout à l'heure, j'entendais qu'il y avait 3 millions de patients. En France, on en a 20 millions. En Europe, plus maintenant, je suppose, malheureusement. Mais sur les 3 millions de patients, c'est aussi 3 millions de familles qui sont touchées. Donc il y a une autre idée qui existe, c'est ce qu'on appelle des centres répit pour Alzheimer ou pour Parkinson, où en fait on donne du temps à l'aidant, ce qu'on appelle l'aidant, qui est souvent la famille, pour se reposer, pour prendre du recul. Et finalement, quand les maladies rares, c'est pareil, parce que
Pour un enfant qui, malheureusement, est atteint de maladie rare, le parent, il a besoin de soutien. Il a besoin de savoir qu'il existe en tant que parent et aussi en tant qu'aidant. Et il faut absolument le préserver de ce qui arrive. Et ça, je pense que c'est important. Et finalement, la politique qu'on a pour le diabète, pour toutes les maladies chroniques, diabète, cancer, etc., ça va très bien avec les maladies rares. Mais il ne faut pas prendre maladie par maladie, il faut prendre tout le monde et apporter ce qu'on peut en général. Voilà. Très bien. Merci Pierre, en tout cas pour ces explications. Merci de m'avoir accueilli et de m'avoir donné ce temps de parole. En tout cas. Il n'est pas fini parce qu'on se retrouvera encore un petit peu tout à l'heure, je crois. Il me semble aussi. Sauf si vous êtes trop fatigué. Mais si vous êtes encore vaillant pour faire une autre intervention avec nous, ce sera avec plaisir. Oui, très bien. Merci Pierre, donc à tout à l'heure. Un nouveau point sur les dons, donc au niveau, les promesses de dons au niveau national. Donc on est rendu maintenant à 4 665 489 euros. Pardon, ça n'arrête pas de monter et c'est très bien, continuer avec le 36-37. Et donc, de retour, toujours en direct depuis la salle Audubon, ici au Stade de l'Homme pour ce Téléthon 2017 en Vendée. Avant de revenir avec Pierre, qui nous a rejoint encore une fois, un dernier petit point sur les derniers chiffres en termes de promesses de dons au niveau national. Nous sommes maintenant rendus à 4 959 384 euros. On s'approche des 5 millions. Il faut bien sûr continuer. Je rappelle avec le 36-37 et le site www.téléthon.fr. Et donc Sandrine, Pierre nous a rejoint encore une fois. Pierre nous a rejoint, comme on l'avait promis d'ailleurs pendant toute cette soirée, puisque c'est notre invité fil rouge de la soirée. Donc Pierre, on va parler maintenant de la place du patient au sein de sa maladie, puisqu'il n'est pas... Ça lui tombe dessus, il n'a pas décidé, il n'a pas rien demandé. Mais enfin, une fois qu'il l'a, il faut qu'il en devienne acteur. C'est ça qu'il dit. Oui. Alors, pour évocation, on peut parler de ce qu'on appelle les éducations thérapeutiques de patients. C'est-à-dire que c'est des programmes qui sont souvent développés pour les maladies courantes, comme le diabète, les cancers, etc., où on vient à éduquer le patient à travers son traitement, à travers son diagnostic. Et en fait, il devient acteur, c'est-à-dire qu'il maîtrise un petit peu pourquoi il prend tel médicament, pourquoi il doit avoir tel soin, etc. Et par exemple, pour Parkinson, c'est le CHU de Nantes vient de recevoir une dotation de 300 000 euros pour pouvoir justement travailler sur la recherche, etc., ce qui est bien. Et il faut savoir malheureusement que l'attribution des fonds se base par rapport au nombre de patients potentiels. Donc à Nantes, c'est 40 euros par patient. Donc pour le financement disons, pour des maladies rares, c'est très compliqué. Forcément, parce qu'il y a beaucoup de patients, donc les dotations sont moins importantes. Tout à fait. Mais par contre, vous avez quand même des gens qui sont passionnés et qui prennent à cœur de chercher des solutions pour les patients. Dans mon cas, par exemple, il y a une équipe à Rennes de kinés qui ont créé la partie kiné comme une ETP, une éducation thérapeutique de patients. Je suis certain que mon neurologue injecteur pourrait en faire autant sur la toxine botulique. Et finalement, on pourrait presque créer une ETP qu'on appelle informelle. Alors, pourquoi informelle? Parce que souvent, quand on crée une ETP, il y a énormément de démarches administratives, sanitaires et sociales à faire auprès de l'Agence régionale de la santé, et c'est très, très lourd. Donc, et tous les 4 ans, il faut faire un bilan. Donc, en fait, l'ETP informel va plutôt traiter de ce qu'on trouve en commun chez toutes les personnes qui ont une maladie rare, c'est-à-dire le stress de l'annonce, comment réagir, comment l'aidant peut optimiser l'approche du patient. Et ça, c'est très intéressant. Et Alliance Maladies Rares a édité un fascicule très complet où j'invite tout le monde à aller voir finalement. C'est le guide de l'éducation thérapeutique de patients pour les maladies rares. Et à l'intérieur, on y trouve plein de thèmes où finalement on peut développer cette philosophie de soins
en responsabilisant quelque part le patient et en facilitant en même temps le travail de l'aidant. Et ça, je pense que c'est l'avenir. Alors, pour les médecins, ce qui a été prévu dans le dernier plan des maladies rares, c'était la création de PNDS, c'est Protocole National de Diagnostic et de Soins, et c'est censé aider le médecin à pouvoir expliquer aux patients exactement comment adopter sa maladie, c'est peut-être un peu maladroit, mais comment comprendre sa maladie, accepter. Et en fait, pareil, malheureusement, il y a trop peu de PNDS qui ont été créés. Je crois que sur les 16 qui étaient prévus, il y en a que 3 à 4. Donc c'est une démarche à poursuivre, mais là, ça demande quand même de la part des médecins beaucoup de disponibilité qu'ils n'ont pas actuellement. Et finalement, on ne peut pas en vouloir. Mais je crois qu'aujourd'hui, la question des maladies rares, c'est une question qui concerne plus seulement la recherche, mais aussi les soignants et les soignés. C'est-à-dire qu'il faut les mettre en valeur. Et là, on a vu ce reportage sur cette jeune fille qui, finalement, quand on écoute bien tout son petit discours, elle a trouvé tous les acteurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais par contre... On va baisser un petit peu le micro dans la main. Voilà. C'est parfait. Mais finalement, il ne faut pas oublier que c'est plus simple d'apporter une solution en pédiatrie que pour un adulte. Parce qu'à Nantes, par exemple, le CHU de Nantes possède en neuromusculaire une équipe vraiment pluridisciplinaire géniale pour l'enfant. C'est un peu plus compliqué malheureusement pour l'adulte, ce qui est normal, parce que pour moi, la pédiatrie, un enfant n'est pas là pour souffrir. C'est quand même la base de tout. Et la pédiatrie doit être absolument, comment dire, cajolée, si je puis dire, préservée. Et le regard est toujours attendrissant quand on voit un enfant, surtout pour le parent. Il faut savoir que c'est quand même une responsabilité, ce soit toujours faut-il. Donc la pédiatrie, on n'a pas le droit d'y toucher. Ça, tout le monde ne comprend pas, mais pour moi, c'est clair, net et précis. Mais je sais qu'en fait, il faudra du temps, il faudra de l'investissement pour les médecins, mais il faut qu'ils puissent accompagner leurs patients. Il existe aussi deux formes qui sont très utiles au niveau des maladies rares pour le patient. On appelle ça le patient intervenant et le patient expert. Alors, pour être patient intervenant, c'est une petite formation de 40 heures sur le principe justement de l'approche de la maladie, savoir comment ça se passe. Et c'est très intéressant parce que c'est très demandé dans les associations de patients pour justement, c'est des gens qui peuvent accompagner du coup une équipe médicale qui veut créer une éducation thérapeutique de patients. Et là, l'écoute que l'on a du patient est très importante pour l'équipe médicale. Alors, aussi le patient expert, ça c'est un peu plus long, un peu plus fourni comme principe d'étude, mais le patient expert a un avantage, c'est de pouvoir être intervenant de sa maladie et observateur des autres. Donc en fait, voilà, vous avez des patients en devenant patients experts qui vont pouvoir développer formellement ou informellement accompagner les médecins pour créer donc une IETP. Et à côté, ils peuvent participer et donner leur avis sur d'autres TP. Donc ça, pour moi, c'est très important parce que c'est peut-être une des façons qu'on aurait de finalement accompagner au mieux le patient et peut-être aussi lutter contre une désert médicale, bon, sans vouloir être prétentieux, c'est-à-dire un patient qui sait exactement comment ça se passe pour lui, ne sera pas en demande du médecin tous les jours. Je ne sais pas si vous avez déjà calculé. Moi, souvent, je dis, si chaque Français va voir une fois son médecin, ça coûte quand même 1,2 milliard à l'État. Une seule visite. Si on économisait une seule visite par an, ça fait quand même 62 millions de visites. Et on n'a peut-être pas la même errance. Donc, quelque part, est-ce que la solution, pour les maladies rares comme pour toutes les maladies, ce désert médical, est-ce qu'on ne peut pas le gérer autrement?
Et il faut aussi souligner que pour les maladies rares, ce qui est très intéressant, c'est le développement de la télémédecine. Moi, j'ai connu quelqu'un ayant un cancer rare, pouvoir être pas ausculté, mais suivi par Lyon, alors qu'il était au Sable, et après, finalement, être opéré à Paris, mais tout son suivi était par télémédecine, et finalement, dans les villes qui ne sont pas assez bien dotées et assez bien fournies, la télémédecine est peut-être à développer dans les petits centres hospitaliers, mais voilà. Ça prend du temps parce que c'est une solution qui coûte aussi de l'argent. Oui, voilà, c'est ça. Vous savez, même des déserts médicaux, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. On en a même dans les grandes villes à l'heure actuelle, parce que finalement, même Paris connaît des problèmes, parce que la médecine coûte cher, les nouvelles technologies coûtent très cher. Réhabiliter chaque CHU et essayer de leur apporter un maximum, ben, c'est pas évident. Donc c'est beaucoup d'argent, mais je pense que voilà. C'est une solution en tout cas. La solution d'aider le patient à être acteur, oui. Oui, pour moi j'y crois. Aujourd'hui, je suis plus. Vous voyez, pour venir au Téléthon, j'ai téléphoné à mon kiné de Nantes que ce matin. Il m'a dit, ben, je peux rien faire dans la journée. Et finalement, en réfléchissant, il m'a rappelé une heure après. Il a répondu à toutes les questions que je voulais. Il avait appelé Rennes, il avait appelé Nantes. Finalement, quand on a un but et quand on a un impératif, on peut soulever les montagnes. Et finalement, la FM Téléthon, c'est très bien pour la recherche, et il en faut. Mais à côté, le travail n'est pas fini. Parce que même si on a cette recherche, il faut penser aux autres maladies rares, 20%, on l'a dit, où finalement, c'est que du soin, que le diagnostic à absorber. C'est la même problématique, mais là, ce n'est pas la recherche que ça concerne, c'est simplement l'humain que ça concerne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Pierre d'avoir partagé votre expérience avec nous, parce que le Téléthon, c'est effectivement des moyens financiers pour pouvoir contribuer à la recherche, oui. Mais c'est aussi les témoignages comme le vôtre qui permettent aussi à l'ensemble des personnes de connaître les différentes maladies qui existent et ces maladies rares qui sont si peu connues justement aujourd'hui. Donc merci à vous. C'était un plaisir de converser avec vous et merci de votre accueil en tout cas. Puis bon courage par la suite. Bon courage à vous aussi. Merci. Merci Pierre, c'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous ce soir. On refait encore un point sur les promesses de dons au niveau national. Ça y est, on a passé les 5 millions. On a passé les 5 millions 70 362 euros de promesses de dons. Je vous rappelle bien sûr le 36 37 par téléphone et aussi le site www.téléthon.fr pour faire vos promesses de dons. Vous avez encore tout le week-end, même toute l'année pour le faire. Téléthon, ça fonctionne toute l'année.